Bonjour tout le monde, Paul Lavoie avec vous. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Vincent Grenier de Cryptech et de EOS Nation. Aujourd'hui, le but de la vidéo, bien sûr, c'est de parler de EOS, qu'est-ce qui s'en vient pour EOS, mais aussi de parler de EOS Nation et c'est quoi la vie d'un producteur de blocs dans EOS quand on sait qu'il y a juste 21 producteurs de blocs qui vont pouvoir être en cours dans EOS. Et EOS Nation sont en train de faire toutes les démarches pour devenir officiellement producteur de blocs pour EOS quand la blockchain d'EOS va sortir. Donc, je vous rappelle, EOS, qu'est-ce que c'est? Vincent, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous décrire EOS par rapport à Ethereum? Oui, en fait, EOS, c'est une plateforme comme Ethereum pour bâtir des applications décentralisées qui utilisent des contrats intelligents. Par contre, on intègre beaucoup d'autres choses au blockchain. Donc, qu'est-ce que Block One veut faire? C'est offrir un peu une plateforme comme Windows pour que les développeurs puissent bâtir des applications avec tout d'intégrer. C'est comme un peu le Windows du blockchain. Donc, on intègre différentes choses au blockchain, dont la gouvernance, une bonne distribution, la décentralisation, mais aussi une constitution sur la chaîne, une bonne performance, du storage intégré au blockchain. Donc, c'est vraiment une plateforme comme Ethereum qui va nous permettre de faire des applications de niveau commercial. Ça va vraiment permettre à la population et à toutes les industries d'utiliser ce protocole informatique-là à tous les jours. Excellent. Ben, je vous rappelle que certains le voient comme un Ethereum amélioré. Je vous rappelle qu'Ethereum, c'est le type de blockchain 2.0 et EOS, c'est le type de blockchain qu'on appellerait 3.0. Ethereum, ça sert à faire rouler des contrats intelligents dessus, donc pour remplacer des tierces personnes ou exécuter des tâches automatiquement. Et EOS va permettre de faire ça, mais avec une blockchain plus performante, avec plus de transactions secondes. Tu m'as sorti un article intéressant, Vincent, là, qui disait que EOS allait pouvoir avoir déjà 6000 transactions la seconde avec le Down 3.0. Oui, exactement. Depuis le Dawn 3.0, EOS est capable de fonctionner à 6 000 transactions secondes. Mais dans le fond, ce nombre-là, il varie là, selon la taille des transactions. Mais oui, une chaîne qui va faire entre 1000 et 6000 transactions par seconde avec l'architecture qui a été bâtie pour qu'on puisse facilement multiplier les chaînes pour atteindre la scalability à l'infini. OK, on le sait que c'est beaucoup quand Ethereum peut fournir environ c'était une quinzaine de transactions la seconde, là. Donc, ça va être massif, là. Euh, Chose importante à rappeler à tous nos auditeurs qui ont du EOS, vraiment, vraiment, vraiment important, j'insiste là-dessus, ne l'oubliez pas. Il faut enregistrer nos tokens EOS dans un wallet. Les enregistrer, ça comprend dans le fond, parce qu'en ce moment, la blockchain EOS n'est pas encore effective. On a un token qui fonctionne sur la blockchain d'Ethereum et il faut les enregistrer. Je vais mettre le lien dans la description ci-bas pour l'article qui montre comment le faire parce que si vous n'avez pas enregistré vos tokens avant le 30 juin, vous les perdez à jamais. Puis ça, c'est ce qu'on veut pas, hein? Surtout que on sait que EOS va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de airdrop qui va avoir lieu sur la blockchain lorsqu'elle va être effective. Donc, Vincent, peux-tu nous parler un peu des airdrops qui vont avoir lieu et comment c'est une façon de se diversifier sans réellement avoir à faire d'efforts? Oui, absolument. Je vais juste rajouter un petit point là, sur ce que tu as dit. Concernant justement enregistrer vos wallets sur lesquels vos jetons EOS se trouvent. Il y a beaucoup de plateformes en ce moment, comme Bitfinex puis Binance, qui disent ah oui, on va accepter le token swap, comme l'échange de jetons du jeton EOS actuel pour un nouveau jeton EOS. Euh, Par contre, ces plateformes-là, ils disent qu'ils vont faire ça, puis ils vont le faire. Par contre, ils ne vont pas nécessairement vous donner les airdrops comme EOS DAC ou d'autres airdrops qui vont être donnés là, sur la distribution EOS. Donc, même si ces plateformes-là vont vous permettre d'échanger les jetons, je vous suggère de mettre vos jetons EOS sur un wallet qui va être à l'extérieur des plateformes d'échange où vous appartenez vos clés privées, là. Donc, un Ledger Nano ou un MetaMask ou un Trésor ou des wallets comme ça. Ouais, vraiment important de ne pas garder ces jetons EOS sur un site d'échange parce que justement,
on ne bénéficiera pas des airdrops. Puis les airdrops, si vous ne le savez pas, c'est quoi? C'est des compagnies qui vont partir leur propre compagnie sur la blockchain d'EOS, qui vont faire leur propre token. Et un airdrop, dans le fond, c'est une expression en anglais qui signifie qu'ils vont donner leur token à la communauté EOS. Donc, si vous possédez des tokens EOS, vous allez recevoir la partie qui vous revient de tokens d'une autre compagnie. Donc, c'est comme participer à un ICO sur la blockchain d'Ethereum, mais sans avoir à payer d'Ether. On le reçoit gratuitement, juste à posséder les EOS. Fait que ça, c'est assez génial. Donc, pour parler un peu des airdrops, il y a environ une 10-15aine de airdrops qui ont été annoncés jusqu'à présent. Plusieurs applications ou des block producers comme EOS DAC qui vont donner leurs jetons. Qu'est-ce qui est important de comprendre avec les airdrops, puis qu'est-ce que tu avais mentionné, dans le fond, en appartenant du EOS, tu es diversifié. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir les jetons de plein de projets qui sont super bons, des projets que tu dirais « Oh my God, je vais investir dans son ICO », mais finalement, non, il ne fait pas d'ICO, il donne ses jetons à la distribution EOS. Entre autres, Everypedia, qui est le co-founder de Wikipédia, qui veut créer une encyclopédie sur la blockchain EOS. Donc ça va vraiment être une super grosse application. Il y a aussi Higher Vibes, qui est comme une plateforme pour les gens pour se trouver un emploi. Ça va vraiment révolutionner là, ce domaine-là, cette industrie-là. On en a plusieurs autres qui vont airdropper. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les airdrops, c'est que quand tu appartiens de EOS, tu appartiens un peu le réseau de l'Internet du futur. Le réseau qui va nous permettre de nous gouverner en tant que société. Puis en même temps, vu que c'est le seul qui va permettre la création de l'Internet 3.0, c'est comme si tu appartenais à l'Internet du futur. Puis en plus de ça, les Facebook, les Amazon, tout ça, parce que tu vas les avoir gratuitement au travers de airdrop. Donc, c'est vraiment intéressant comme jeton, là, parce que on va avoir des dividendes de plusieurs façons. On a les airdrops, tu peux les garder à long terme, puis si jamais ça prend de la valeur, tant mieux. Tu peux aussi les vendre et racheter du EOS. Tu as plusieurs façons. Et en même temps, c'est ça, on va avoir les dividendes là, pour être capable de louer les jetons. Donc, c'est vraiment intéressant là, de holder du EOS. Oui, donc c'est ça, financièrement, on peut vraiment en bénéficier. Et là aussi, pourquoi on a des airdrops comme ça et pourquoi on n'a pas à payer pour ces jetons-là? C'est parce qu'en ce moment, on le sait que EOS fait son ICO depuis le 30 juin 2017 et normalement, l'ICO va terminer le 30 juin 2018. Et là, avec toutes les terres et l'argent qu'ils ramassent depuis juin, là, on parle de plusieurs milliards de dollars. Et EOS, en fait, c'est Block One qui est la compagnie qui possède EOS. Et c'est eux qui vont financer les projets, les ICO. En fait, tous les projets qui vont faire les tokens sur EOS sont financés directement par Block One. Donc, ils n'ont pas à faire d'ICO et on ne peut pas participer à l'ICO parce que tout simplement, il n'y en a pas. Et les tokens sont donnés à la communauté EOS, ce qui fait une raison de plus de posséder des EOS et une raison de plus qui fait que les traders un peu plus avertis vont vouloir garder leur EOS. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les 1 milliard de dollars qui étaient donnés de Block One aux venture capitalistes pour investir dans des startups qui vont utiliser le blockchain OS, il n'y en a aucune de ces entreprises-là qui a encore annoncé pourquoi ils faisaient un airdrop. D'après moi, ils vont attendre la fin de la distribution, puis après ça, ils vont faire plein de gros announcements quand ils vont faire le launch. Ils vont dire, telle application va airdropper, telle application va airdropper. Ils ne veulent pas exciter les gens pour que le prix monte en fou, parce qu'ils veulent donner la chance à tout le monde dans le temps d'acheter, à un prix raisonnable, d'acheter du OS. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Oui, parce qu'il risque d'en avoir plus qu'une dizaine, là, parce que là, je sais qu'il y a au moins plus qu'une centaine de compagnies qui travaillent sur EOS en ce moment. Fait que ça se peut que juste en possédant nos tokens EOS, qu'on se ramasse avec une centaine de tokens d'autres compagnies. Donc, ça peut être assez excitant, merci. Oui, effectivement. Puis là, je sais que c'est le fun de parler d'EOS, mais là, j'aimerais qu'on parle de EOS Nation, la production de blocs. Donc, juste pour faire un tour d'horizon de la production de blocs pour nos auditeurs, je vous rappelle que EOS, ça fonctionne avec un Delegated Proof of Stake. Donc, pour faire la différence avec Bitcoin, on appelle ça un Proof of Work. Donc, toutes les machines travaillent en même temps se compétitionnent entre elles pour
récolter la récompense du bloc. Il y a un bloc à chaque 10 minutes qui se fait sur le Bitcoin. Et il y en a juste un qui gagne dans toutes les machines qui minent, si on résume ça vraiment grossièrement. Dans EOS, à la place d'avoir une compétition de millions de machines, on a 21 délégués qui vont miner chacun leur tour un bloc. Et ça va tourner comme ça à l'infini. Et devenir un délégué parmi les 21 délégués, c'est une tâche qui n'est pas très facile. Et c'est ça que EOS Nation veut accomplir. Et là, on va demander à Vincent un peu de nous éclairer d'abord sur comment ça fonctionne, la production de blocs dans EOS. Et après ça, on va voir qu'est-ce que ça prend pour être producteur de blocs. Donc, je te laisse la parole, Vincent. Parfait. Donc, être producteur de blocs EOS, comment que ça fonctionne, on va dire, les transactions? Comme tu as parlé, Bitcoin, c'est n'importe qui peut miner dans le monde. C'est un peu une loterie, celui qui gagne, le mining pool qui gagne. Dans EOS, comme tu as mentionné tantôt, il y a 21 producteurs de blocs principaux. Ces 21-là, c'est eux qui sécurisent puis vérifient toutes les transactions du réseau. Mais il va aussi avoir des petites sidechains puis des travaux effectués par d'autres block producers. Donc, les 100 block producers qui vont être en attente. Fait qu'on en a 21 qui sécurisent le réseau, 21 block producers principaux. Ensuite, on en a 100 qui sont en attente, mais qui font aussi des tâches. Donc, ces block producers-là, ils vont être payés par l'inflation du réseau. Il y a le réseau, il y a une inflation de 5 puis il y a 1 qui va être donné à tous les block producers selon le nombre de votes qu'ils ont, puis aussi selon la tâche qu'ils ont. Mais bref, comment que ça fonctionne pour les transactions? Donc, c'est un peu comme Bitcoin. Toutes les transactions, ils arrivent dans un panier. Tu sais, toutes les transactions sont là. Ensuite de ça, c'est chacun leur tour au block producer de miner des transactions, de valider, puis s'assurer que les transactions sont bonnes. Dans le Bitcoin, c'est à tous les 10 minutes. Ça, c'est le block time qu'on appelle. Dans EOS, c'est 0,5 secondes. Donc, chaque block producer va valider un bloc de 6 secondes. Excuse-moi, va valider 6 blocs pendant, ça va prendre 3 secondes. Puis après ça, ça va changer au prochain, toujours, toujours, toujours. Puis les blocs producers, ils sont placés géographiquement, ils sont placés stratégiquement, géographiquement. Donc, par exemple, on va dire qu'on a 21 blocs producers principaux. Ils sont situés partout sur la planète. Donc là, on va cibler où c'est que ces blocs producers-là ils sont. Puis on va créer un peu un cercle. Puis ensuite de ça, le bloc producer qui est ici en haut, lui, il va miner 6 blocs. Puis après ça, ça va être l'autre à côté. Après ça, ça va être l'autre à côté. Ça va être l'autre à côté. Le plus proche toujours, pour que le signal il aille rapidement d'un bloc producer à l'autre. Parce que juste envoyer un signal d'un bout à l'autre de la planète, ça prend 0,8 secondes. Donc, c'est impossible de se promener aléatoirement d'un bloc producer à l'autre, puis avoir un block time de 0,5. Donc, eux autres, ils ont fait ça chacun leur tour, du plus proche au prochain. Donc, ça, c'est pour la rapidité du blockchain. La façon que les transactions sont approuvées, la cryptographie derrière la vérification de la transaction, c'est un peu comme Bitcoin. Fait qu'on va mettre les transactions dans un lot, chaque transaction va être hashée, qu'on appelle. Ensuite de ça, chaque transaction sont regroupées dans un bloc. Tout le bloc est hashé au complet. Donc, pour parler un peu de hashage, c'est quoi? Donc, un hash, c'est comme une série de chiffres et de lettres de comme 256 caractères. Puis chaque transaction va être mise en petits hash. Après ça, ils vont tous prendre ces hashes-là, vont les regrouper, ils vont faire un hash avec ça. Jamais on veut faire une analogie un petit peu bizarre, là. Dans le fond, c'est qu'avec la cryptographie, on est toujours capable de revenir par en arrière si jamais on a la clé privée puis les systèmes de cryptographie. Donc, une analogie qui est un petit peu drôle, c'est un peu des excréments. Si jamais tu analyses les excréments, tu es capable de voir qu'est-ce que tu as mangé avant. Fait que c'est un peu ça le hash. Fait ils vont tout prendre, ils vont rapetisser l'information. Après ça, avec la cryptographie, tu es capable de revenir par en arrière puis de voir c'était quoi les transactions, c'était quoi qui était dedans. C'est un petit peu bizarre comme analogie, mais vous comprenez. Les anciennes transactions. C'est ça. À jamais dans la blockchain. Exactement. Ben, excellent. Ben, merci pour l'analogie. Je n'avais jamais entendu celle-là. C'est bon, ça, je m'en souvenir en tout cas. Oui, c'est ça. Fait que tout ce qui est créé par la suite, tu peux le retrouver avec le hash, là, quand tu l'analyses comme ça. C'est un peu ce qu'on appelle, c'est ça, une blockchain, c'est un carnet de transactions ouvert à tout le monde. À jamais, on peut retrouver une vieille transaction qui a été faite. Puis là, avec la scalabilité, donc le fait que le réseau va être capable de prendre énormément de transactions par seconde,
eh bien, c'est génial d'avoir toutes ces transactions-là dans un blockchain qu'on va pouvoir retrouver à jamais. Fait que là, maintenant qu'on a fait le tour de comment que les blocs sont produits, là, il y en a juste 21. Et on sait qu'à chaque bloc, il y a une récompense. On crée des nouveaux IOS qui vont aller à la personne, mais pas à la personne, à l'entité plutôt qui a produit les blocs. Et là, pour être bloc producteur, on sait que c'est très, très, très prisé là, parce qu'un bloc producteur peut se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'IOS à chaque jour. Et les 21 positions, les 21 délégués vont être très prisés. Donc, comment on fait pour être parmi ces 21 délégués-là? Donc, pour être block producer, c'est accessible à tous. Dans le fond, il faut juste un peu se proposer, donner notre candidature. Après ça, aller chercher des votes. Fait que nous, on est voté par la communauté EOS. Donc, les gens qui ont des jetons, c'est eux qui votent pour les block producers qui vont utiliser les transactions, qui vont vérifier le réseau. Donc, en étant un block producer, c'est important de redonner de la valeur au réseau, à la communauté. Parce que sinon, tu ne te feras pas élire. T'sais, à moins que tu aies un super gros joueur, comme par exemple Bitfinex, qui vient tout juste de s'annoncer comme block producer, lui, il n'aurait même pas besoin de rien faire pour la communauté. Il a tellement d'argent, sûrement tellement de OS, qu'il est capable de se voter lui-même comme block producer. Mais si jamais... Chaque OS représente un vote. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Chaque OS représente un vote, puis je crois qu'on va être capable de voter pour 30 block producers différents par identité digitale, par wallet. Là. Okay. Donc, c'est ça. Pour être block producer, pour se faire élire, il faut redonner de la valeur à la communauté. Il y a plusieurs façons de faire ça. Dans le fond, c'est quoi redonner de la valeur à la communauté? C'est favoriser l'adoption du réseau, favoriser, dans le fond, créer l'infrastructure. C'est comme comment, pour favoriser l'adoption, ça veut dire augmenter le nombre d'utilisateurs. Pour augmenter le nombre d'utilisateurs d'un réseau, tu as besoin de créer l'infrastructure. Donc, des applications décentralisées. Il y a beaucoup de block producers qui, eux, se spécialisent là-dedans. Ils vont dire, ah ben nous, on croit que c'est bon de faire telle application, ça va permettre, comme par exemple l'application décentralisée Shintai. Ça va permettre aux gens de louer nos jetons EOS, aux gens qui veulent les louer. Fait qu'il y a des block producers qui se concentrent là-dessus. Higher Vibes, l'autre airdrop que je t'ai parlé tantôt, ça c'est un autre projet d'un autre block producer. Donc, les block producers sont bien payés. Fait qu'ils peuvent utiliser l'argent supplémentaire pour financer des projets comme ça. Mais il y a aussi d'autres façons de donner de la valeur au réseau. Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on veut vraiment favoriser l'éducation de la communauté EOS, mais aussi favoriser l'éducation des gens qui ne sont pas encore dans le blockchain, qui ne connaissent pas ça. En ce moment, on a 1 à 3 de la population qui ont déjà entendu parler de Bitcoin, mais qui ne sont pas investis nécessairement. Donc, on doit vraiment favoriser l'adoption de la technologie, mais aussi inviter les gens, les éduquer sur EOS, parce qu'on croit vraiment que c'est le réseau qui va permettre à notre future communauté là, de fonctionner et de se là, gouverner. Vincent, comment allez-vous procéder pour ça, là, pour redonner à la société? Ouais, Quel est votre plan chez EOS Nation? Oui, fait que chez EOS Nation, nous, on a vraiment ciblé l'éducation. Donc, on va prendre une partie de nos profits, on va créer du contenu, on va faire plein de meet-ups. Juste dans les 2 prochains mois, là, on en a au moins 5-6 minimum là, des meet-ups. Puis, on a aussi un système d'ambassadeurs. Donc, nous, on est des ambassadeurs un peu partout dans le monde. Au Nigeria, je pense qu'on en a 3-4. On en a un peu partout dans le monde. Fait on finance ces gens-là pour leur permettre d'acheter des chandails, de louer la salle, de parler de EOS, d'éduquer leur population respective. Parce que nous, on croit que, oui, il faut créer l'infrastructure, mais si jamais on fait juste se concentrer sur la création d'une application, c'est pas aussi puissant que si jamais on voudrait éduquer toute la population, créer plein de meet-ups. Parce que dans des meet-ups, c'est là que tu rencontres des gens, c'est là que tu fais des connexions. C'est en réunissant tous les gens puis les communautés qu'on va être capable de créer des centaines d'applications. On va tous mettre les développeurs puis les gens ensemble pour créer des groupes puis expliquer au monde que, écoute, bâtis ton application sur iOS au lieu de telle autre plateforme parce que tu as tous ces bénéfices-là, ces avantages-là. Donc, en éduquant la communauté et en favorisant, en finançant un peu les ambassadeurs puis les créateurs de contenu, les YouTubers, ça nous permet d'éduquer les gens puis de faire un plus grand impact là, sur la communauté puis l'adoption de la technologie OS.
Puis là, on parle à chaque bloc produit, ça vous donne combien d'EOS en tant que bloc producteur? Présentement, si je ne me trompe pas, dans le fond, tous les salaires des block producers, tout ça, ce n'est pas définitif encore, mais si je ne me trompe pas, un block producer qui va être dans les 21 va être payé entre 2 et 4 millions de dollars US par année. En fait, il va être payé 4 millions, puis il devrait avoir des dépenses d'environ 2 millions par année. Donc, il vise un peu une rentabilité d'à peu près 100% pour que les block producers aient un bon fonds pour redonner à la communauté puis aussi avoir une bonne marge de profit. Parce que si jamais on faisait juste donner un pourcentage d'inflation comme ça, éventuellement, plus que le réseau va grossir, les block producers vont peut-être faire trop d'argent. Donc, en ce moment, c'est ça. C'est 4 millions pour les block producers, les 21. Ça, ils vont avoir des dépenses d'environ 2 millions. Et en plus de ça, ils vont recevoir un pourcentage de l'argent selon la répartition des votes pour les différents block producers. Puis aussi, les 100 stand-by block producers, eux autres sont payés 2 millions, je crois, par année. Puis leurs dépenses devraient s'élever à environ 1 million. Là. Donc, on a besoin d'avoir de vérifier aussi les transactions du réseau, puis aussi faire des petites tâches connexes pour le réseau. Donc, c'est moins exigeant, mais on a besoin quand même des revenus pour que le réseau soit toujours up and running, qu'on soit prêt pour que si jamais il y en a un des 21 qui débarque, ben nous, on peut rentrer et toujours garder le réseau en marche. Peut-être qu'un jour, il va y avoir une super grosse attaque sur le réseau, il va y avoir 5-6 block producers qui vont débarquer dans quelques minutes. Fait que les 100 autres, on a besoin d'être prêts. Puis, côté décentralisation, on n'a pas besoin d'être 121 qui fait toute la grosse job, parce que ça coûterait trop cher. Donc, il y a beaucoup de monde qui se demande pourquoi c'est centralisé à West, il y a 21 block producers. Mais non, c'est ça. Les block producers, il faut que tu les compares à des mining pools avec Ethereum et Bitcoin. Dans Ethereum et Bitcoin, il y a 3 mining pools ou 4 mining pools respectivement qui contrôlent 51% du réseau. Avec un West, il faut vraiment que tu ailles corrompre 66% du réseau. Donc, je crois que c'est 15 block producers sur 21. Donc, c'est plus décentralisé. Puis aussi, la décentralisation, ça n'a pas besoin d'être sur 1000 ordinateurs, comme un peu la vision de Ethereum, puis que ce soit sur des laptops, des choses comme ça. La décentralisation, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'éviter la censure, puis aussi de permettre que ça soit pas... que tu ne puisses pas arrêter le réseau, dans le fond, que ça soit comme un peu intouchable par les gouvernements et tout ça. Fait qu'à 21, c'est suffisant. Si jamais on en rajouterait plus, ça serait juste une dépense pour le système. C'est important. À travers le monde aussi qu'on parle. Là. Oui, c'est ça. Donc, il faut que ça soit décentralisé géographiquement, premièrement. Bitcoin, 80% de la puissance de calcul est située en Chine. Puis jamais il se passe de quoi de gros en Chine pour Bitcoin, mais ça va affecter le réseau. Fait que si jamais le gouvernement chinois arrive chez tous les mineurs de Bitcoin et qu'il leur dit check, change telle transaction, ils n'auront pas le choix. Fait qu'il faut décentraliser dans plusieurs juridictions, plusieurs pays. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose dans ces pays-là, ben là, tu es capable de te retirer facilement. Donc, ouais, c'est ça. Puis là, j'avais une question qui nous venait de la communauté. C'est quel genre d'infrastructure ça prend pour être producteur de blocs? Est-ce que ça prend des grosses machines performantes avec beaucoup de power, de hash power, ou c'est des machines un petit peu plus simples? Qu'est-ce que ça prend pour être bloc producteur? Là? Dans le fond, les applications qui vont être bâties sur OS, c'est des applications de niveau commercial, des Facebook, des grosses applications. Donc, on a besoin d'avoir une performance de niveau commercial. Tu ne peux pas runner ça avec des petits ordinateurs chez toi. C'est vraiment un centre de données. Donc, initialement, nous, à OS Nation, on va commencer à utiliser Amazon Web Service. Fait que dans le fond, Amazon, ils ont des serveurs à Toronto, Montréal, un peu partout dans le monde. C'est vraiment la performance là, top qualité. Avoir des serveurs chez toi, tu n'es pas capable d'accoter cette performance-là. Donc, nous, on va commencer par utiliser Amazon Web Services pour la performance et aussi toute la sécurité de leur réseau. Puis, en parallèle à ça, on va commencer à bâtir un centre de données. Là. Donc, avoir un bare metal server sur place. Et on veut aussi s'éparpiller un petit peu géographiquement au Canada, puis avoir des serveurs un peu partout là, pour se protéger. Là.
Mais oui, ça prend vraiment une bonne équipe technique, là, des gens en informatique. Moi, personnellement, c'est pas de ça que je m'occupe. C'est Denis Carrière de notre équipe qui s'occupe sur l'infrastructure là, pour Block Producer. Puis là, on va engager aussi des ingénieurs en informatique là, pour l'aider là-dedans. Puis on sait que le 4 millions que les blocs producers vont être payés par année va aussi dans l'infrastructure qui va prendre beaucoup de coûts aussi. Oui. Donc, ça prend une équipe de beaucoup de personnes. Ce n'est pas juste une personne pour pouvoir être un bloc producer. On parle de quel genre d'équipe, quelle grosseur? Ben, pour être block producer, tu as besoin d'être minimum 4, je dirais. Tu as besoin des gens qui vont être devant l'ordinateur et qui vont être prêts à réagir si jamais n'importe quoi arrive. Donc, tu as besoin de quelqu'un temps plein qui regarde le réseau et qui s'assure que tout va bien. Donc, c'est des chiffres. Si jamais tu fais des chiffres de 8 heures, drette là, tu as besoin de 3 personnes pour une journée. Fait que si jamais tu as les week-ends aussi, drette là, c'est 4 employés minimum. Fait qu'on a aussi besoin d'avoir des advisors, des gens qui vont nous aider, côté légal, des comptables, un peu toute l'équipe juridique et de professionnels. Ça, c'est pas à l'interne, fait qu'on doit aller voir des consultants pour ça. Sinon, comme moi puis le reste de l'équipe, on fait partie, nous autres, plus du côté communauté, créer des événements, créer du contenu, éduquer la population. Fait que c'est comme ça qu'on va aller chercher les votes, puis qu'on va aller donner de la valeur au réseau. Fait qu'on a l'équipe technique qui s'occupe d'un côté, puis l'autre équipe qui s'assure qu'on est éli. Fait que c'est un peu ça. Par contre, tous les revenus, toutes les dépenses qu'on parlait tantôt, 1 million de dépenses pour 2 millions de revenus, toutes ces dépenses-là, c'est pour le côté infrastructure, bloc douceur, les frais légaux, tout ça. Les gens qui vont faire comme moi, qui vont s'occuper de la communauté, nous, notre salaire, ça ne vient pas nécessairement de là. Donc, au début, il va y avoir quelque chose d'intéressant, c'est quand le réseau EOS va lancer, comme j'ai dit tantôt, on a 5 d'inflation. 1 pour payer le bloc producer, puis 4 pour mettre dans un fonds de trésorerie pour créer des Community Benefit Applications, donc des applications qui vont bénéficier à la communauté. À ce moment-là, moi, je vais pouvoir dire, hey, moi, je veux faire des meet-ups, je veux parler de OS ou je veux créer une application. Est-ce que vous pouvez me financer? Puis je vais créer toutes ces choses-là. OK. Quand on parle de 5 d'inflation, on parle de 5 de plus de jetons OS qui sont créés par année, de ce qui existe déjà. Exactement. Oui, c'est ça l'inflation. Donc, on crée des jetons, des nouveaux jetons dans le réseau, puis ça fait que la valeur totale de tous les jetons diminue un petit peu, mais on n'a pas de frais à tous les fois qu'on fait une opération. Donc, ça, c'est vraiment pas beaucoup quand on regarde ça. 5 Ethereum, présentement, il y a une inflation d'à peu près 13-14 Bitcoin, le minage, c'est une forme d'inflation. On crée des bitcoins à tous les fois qu'on mine. Donc, il y a une inflation de près 4-5 mais toute cette inflation-là, elle est perdue. Dans le fond, c'est que ça coûte de l'argent à créer le bitcoin. Cet argent-là, il est gaspillé en énergie. Donc, avec un WES, ça coûte 5 mais il y a 1 qui va pour les dépenses du réseau. Donc, valider puis s'assurer que les transactions sont correctes. Puis il y a 4 qui s'en va dans le fonds de trésorerie. Fait que tout ça va revenir à la communauté éventuellement. Fait que ça va être utilisé pour créer des applications, pour financer des gens, pour promouvoir OS, pour n'importe quoi. Quand on le sait que pour utiliser une application, les compagnies vont avoir besoin d'avoir du iOS pour les staker, donc les mettre dans des comptes intelligents pour pouvoir utiliser le réseau iOS. Ça veut dire que il y a des gens qui vont être obligés de garder leur iOS. Donc, c'est normal qu'il faut qu'il y en ait qui soient créés parce qu'à un moment donné, il n'y en aurait plus du tout en circulation. Oui, il va y avoir un bel effet d'augmentation de valeur à ce moment-là. Ça fait comme un effet de rareté. Hein. Fait que dans tous les jetons, il y a un peu cet effet-là. Avec les proof of stake, c'est qu'ils disent, bon, mais achète tant de jetons, mets-les de côté, puis tu vas avoir un petit peu de revenus. Fait que ça, c'est tout ce que ça fait, c'est que ça enlève toujours des jetons de la liquidité totale. Donc, ça fait qu'il y a moins de jetons en circulation. Le prix varie plus rapidement quand il veut augmenter ou descendre. Fait que je pense qu'avec OS, ça va être assez fou, là, comme l'avantage de toujours garder ses jetons. À chaque semaine, on va avoir un nouveau airdrop gratuit. Puis aussi, on va peut-être pouvoir les louer. Ça va être dans longtemps quand le réseau va être plein. Là, mais ça risque d'être très intéressant. Là, ouais, ça va être fou. Là, j'aimerais juste mentionner, dans le dernier sondage que j'ai vu de la partie de l'Asie du monde, OS Nation est 12e pour les blocs producers. Donc, ça va très bien de votre côté. Là. Oui, effectivement, on est beaucoup actifs là, dans la communauté.
On a des interviews avec plusieurs ambassadeurs. On a aussi des interviews avec d'autres block producers, des gens de iOS Go. On aide Block One un peu, là, mais pas Block One directement, mais on va dire Thomas Cox, qui lui s'occupe un peu de la gouvernance. On l'aide là, pour essayer de trouver des solutions. Comment que OS va être gouverné. Fait qu'on on est impliqué là-dedans. Là. On a des gens de notre équipe qui s'occupent de ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. On a vraiment une bonne équipe et on s'implique beaucoup. Là. Fait que, dans le côté de l'Asie, on a fait des interviews avec des gens chinois. Mais je pense que c'est le blockchain, le WTZ. C'est un autre block producer. Mais c'est fou en Chine et en Asie. Là. Nous autres, on pense qu'on a une grande communauté EOS. Là, on a un Facebook de 3000 utilisateurs. Les groupes Facebook, on n'a pas un, je pense, plus gros que 8000 personnes. Sur Telegram, on est 50 000, je crois. Mais des communautés chinoises, là, des communautés de 300 000 personnes, c'est fou. Ah Là. ouais. Ah ouais, ouais. Fait que, il y a beaucoup d'argent en Asie, dans l'OS, puis il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont impliqués. C'est juste qu'on n'entend pas parler parce que c'est tout en mandarin ou d'autres langages, donc on ne les Ouais. voit pas, là, mais c'est vraiment quelque chose là-bas. Là. Donc, c'est ça, s'il y a des gens qui sont intéressés à rejoindre EOS Nation sur Facebook, je vais mettre le lien dans la description ci-bas. Puis aussi, s'il y a des gens qui pensent pouvoir contribuer, aider à EOS Nation, bien sûr, communiquer avec EOS Nation ou Vincent, est-ce qu'il y a un meilleur endroit pour communiquer avec toi directement? Écoute, notre site Facebook, là, on est très actif. On a aussi le Telegram de EOS Nation. Pour tous les liens vers nos différentes plateformes là, de réseaux sociaux, vous pouvez aller voir sur notre site internet eosnation.io. Ça, c'est notre site internet. On a beaucoup de documentation aussi. Là. Pour les gens qui veulent s'éduquer sur EOS, on a notre GitHub. Fait que quand que vous rentrez sur notre site internet, au centre de la page, c'est écrit. Donnez-moi un instant, je vais aller juste m'assurer qu'est-ce qui est écrit exactement. Là. Mais dans le fond, on a un lien où tu peux cliquer dessus, puis ça vous donne accès au GitHub. C'est marqué, tout de suite quand tu ouvres la page, en dessous du logo, c'est marqué What is EOS? EOS Information Archive. Ça, tu arrives dans un GitHub où tu vois comme un peu tu as toutes les informations, tous les liens vers toutes les vidéos de EOS qui existent sont toutes là. Aussi, à la base, là, il y a de l'information concernant comment enregistrer tes jetons, tout ça. C'est des liens en anglais, par exemple. Fait que toi, je sais que tu avais de l'information sur comment enregistrer tes jetons en français. Fait que si jamais il manque de l'information là-dessus ou vous utilisez différents wallets, vous pouvez aller regarder sur le GitHub que nous, on a créé. Il y a de l'information là-dessus, mais sinon, c'est surtout de l'information sur les vidéos, les comptes Steemit de Dan Larimer, de OS, comme tous les articles intéressants qui ont été créés à ce sujet-là, c'est tout mis sur un endroit, une plateforme, sur notre GitHub, là, EOS Nation. Je vais aller voir ça, moi aussi. Je ne savais même pas que ça existait. Fait que... Ah ouais, c'est assez fou. C'est moi qui ai fait ça. Là. Ça a été une des choses que j'ai travaillé dessus. Là. Pas mal tous les trucs de OS sont là-dessus. Puis j'essaie de le mettre à jour là, à toutes les semaines au minimum là, avec l'information qui est arrivée récemment. Vraiment intéressant. On sait que tu es très actif dans la communauté. Oui. Une dernière question avant qu'on se quitte. On a vu le prix monter de façon exponentielle dans les dernières semaines. J'aimerais un peu avoir ton avis là-dessus avant que la blockchain EOS sorte de façon officielle. réelle. Ouais, c'est ça, réel. Quel est ton avis selon toi par rapport au prix d'EOS? OK. Premièrement, disclaimer, ceci n'est pas une invitation à investir dans EOS. Mais oui, c'est ça. Moi, comment je vois le prix d'un OS, en ce moment, on a monté dernièrement jusqu'à 16 assez rapidement, je vous dirais, là, dans les dernières semaines. Moi, je pense qu'avant le launch, on devrait facilement atteindre les 20-30 ce qui est important de comprendre, c'est qu'au launch, on veut avoir des jetons parce qu'on va être sur le Genesis block qu'on appelle. Donc, le premier bloc de EOS, ça va être comme timestampé. Tous ces gens-là, toutes les adresses EOS vont recevoir des nouveaux jetons EOS. Mais il y a peut-être aussi des airdrops qui vont utiliser le Genesis block pour envoyer le airdrop directement au EOS. Donc, ne pensez pas à vendre vos jetons juste avant que le réseau il lance, puis après ça, racheter après. En cas que le réseau il, non, achetez-le, puis assurez-vous d'être dans le Genesis block, parce qu'en plus de recevoir des airdrops, on risque de recevoir peut-être d'autres chaînes EOS, on ne sait pas. Peut-être que le gouvernement de la Corée veut partir sa propre chaîne EOS.
Donc, il va avoir un jeton EOS mainnet, il va peut-être avoir EOS Corée, on ne sait pas, tu sais. Fait que c'est important d'être sur ce bloc-là. Mais c'est sur le long terme, où est-ce que je vois EOS? Euh, Moi, je pense que d'ici décembre, là, on devrait facilement avoir le 100 le EOS. Ça a l'air difficile à croire, tu sais, avoir 100 EOS, ça veut dire un market cap de 100 milliards. Ouais, on Mais sait qu'Ethereum l'a déjà atteint, fait que ça reste possible parce qu'on reste dans le même type de réseau. oui, exactement. Puis quand on regarde Ethereum, sa valeur est équivalente à 20-30% de la valeur totale des crypto-monnaies. Par contre, c'est une plateforme qui ne fonctionne pas super bien encore, c'est pas performant, même si ça a 1000 applications décentralisées qui sont bâties sur ce blockchain-là, il n'y a rien qui fonctionne de niveau commercial encore. Fait que quand que EOS va exister, toutes les entreprises de Silicon Valley, puis comme Facebook, tout ça, qui veulent intégrer la technologie du blockchain parce que c'est vraiment une technologie du futur qui nous assure de sécuriser nos réseaux, nos informations, tout ça. Mais que ces compagnies-là se rendent compte que EOS est capable de performer, c'est sécuritaire, ils vont embarquer dans la partie. Puis je pense que EOS va facilement atteindre un 20-30% de toute la valeur des crypto-monnaies mondialement. Mais aussi, c'est que la valeur du marché va augmenter de façon significative. Si jamais on regarde la bulle de l'Internet, c'était dans les années 2000, c'était entre 7 et 10 trillions de dollars le marché. En ce moment, je pense que les cryptos, c'est comme 500 milliards. Puis les crypto-monnaies, c'est une avancée technologique aussi importante, si pas plus que l'Internet. Ça va nous permettre de faire plein de choses qu'on n'est pas capable de faire en ce moment avec les technologies actuelles et les réseaux centralisés. Donc, je pense facilement qu'on peut atteindre une valeur de 10 milliards de crypto total, facilement. Donc, si EOS appartient 20% de ça, c'est 2000 pièces le jeton. Tu comprends? Fait que peut-être que dans 2 ans, EOS va valoir 2000 pièces. Ça a l'air fou juste comme ça, parce que Ouais. c'est plus que toute la valeur des crypto-monnaies. Mais tu sais, quand que l'argent institutionnel va rentrer dans le marché, à toutes les banques, les Facebook, toutes les applications qui ont besoin d'avoir des jetons EOS pour justement s'assurer que les utilisateurs ne laguent pas, tout ça, ça va être fou. Là. Je pense vraiment qu'on peut atteindre le 2000 $. Puis moi, je pense que EOS va être le premier blockchain au monde qui va atteindre un market cap de 1 trillion de dollars. Donc 1000 pièces par EOS. OK, ben ça, c'est C'est mon bet, noté. ça. On va regarder ça dans les prochaines années. Oh yes. De toute façon, on va se revoir en entrevue. Donc, pour aujourd'hui, ce serait tout pour l'entrevue. Je te remercie beaucoup. On vous rappelle, enregistrez vos jetons EOS avant le 30 juin. Donc, Vincent Grenier de EOS Nation, de Cryptech, merci beaucoup. On se revoit dans une prochaine entrevue. Puis d'ici là, on se tient au courant, nous deux. Ouais, dernière petite chose que j'aimerais ajouter là, pour la communauté. Là. Oui. Nous, à West Nation, comme j'ai dit tantôt, on recherche des ambassadeurs. Présentement, on est des ambassadeurs un peu partout dans le monde, mais au Québec, il nous en faut d'autres. Nous, on est situé, moi je suis situé à Sherbrooke, mais à Québec, Trois-Rivières. Je vais faire des meet-ups là dans les prochains mois, mais je me cherche des gens pour partager, dans le fond, les meet-ups, puis pour avoir des gens qui vont créer les meet-ups, s'en occuper, puis nous, on peut partager nos présentations PowerPoint, nos informations. Fait que jamais, peu importe comment vous voulez vous impliquer dans ce réseau-là, n'hésitez pas à nous contacter, puis ça va nous faire plaisir. Là. On cherche des ambassadeurs, mais on cherche aussi de l'aide de tout le monde. Fait que, contactez-nous si jamais ça vous intéresse. Puis est-ce que des gens de la France, Oui, oui, oui. Dans le fond, beaucoup de mes auditeurs qui viennent de France aussi, excellent. oui, Donc, exactement. vous êtes avertis si vous êtes intéressé. Contactez Vincent. Donc, merci beaucoup encore. Ça fait Puis, plaisir. salut.